Nah, can't do that. Bonjour tout le monde. Je vois les participants embarqués. Donc, je vais laisser une petite minute à nos participants pour continuer de s'enregistrer. On vous attend. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Je suis Joanne Duchesne. Je suis la directrice des opérations à la Fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ceux qui me connaissent, vous le savez, ça me ferait vraiment plus plaisir de vous accueillir au musée, mais en même temps, je suis quand même super reconnaissante que la technologie nous permette de vous accueillir ce soir avec 3 intervenants, 3 collaborateurs amis qui sont vraiment précieux pour nous au musée. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Hors-série numéro 17, hors-série des jeunes philanthropes du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, déjà, je vais faire juste quelques petits remerciements d'usage. On a la chance d'avoir un présentateur officiel pour ce cercle qui est Hatch, une firme d'ingénierie, viennent chez nous. Donc, Hatch, on vous remercie vraiment du fond du cœur. C'est précieux, spécialement en ces temps de crise. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On a appris à se connaître cette année et entre Hatch et le musée, il y a tellement de points communs, de valeurs partagées. Merci infiniment. Merci aussi à vous. Oui. Merci aussi à vous, jeunes philanthropes. Alors, on ne peut pas être plus choyés. Des jeunes de tout secteur confondu qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à la culture, qui nous soutiennent, qui font un geste philanthropique, qui soutiennent l'art contemporain au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, ce n'est pas banal, c'est méconnu. Donc, oui, on présente des expositions tout le temps en art contemporain, des expositions audacieuses. Donc, merci d'être avec nous. Un merci spécial au coprésident Isabelle Brancoli, merci. Emmanuel, merci également, et à tout le comité exécutif qui travaille bénévolement très fort pour vous organiser des présentations, des activités et un calendrier annuel vraiment diversifié. Donc, merci beaucoup. Merci aussi ce soir à nos membres avant-garde. Donc, les membres avant-garde sont les jeunes membres du musée, donc les membres de 35 ans et moins. On vous a invité ce soir, on espère vous donner le goût de vous joindre à la famille des jeunes philanthropes. C'est le genre d'activité qu'on tient normalement dans les galeries, en live au musée. Donc, merci de nous accompagner, merci d'être là ce soir. Alors là, je pars tout de suite, je lance un petit sondage. Alors, pour commencer la discussion, ce qui est important pour nous ce soir, avant que je vous présente vos intervenants, c'est le partage. C'est de venir à votre rencontre, d'entendre ce que vous avez à nous dire, de parler de ce qui vous intéresse. Donc, je viens de lancer un petit sondage. Quand vous allez au bas de votre écran, vous voyez un onglet qui s'appelle « Polls ». Cliquez là-dessus. Il y a une question. On veut connaître les raisons qui vous motivent et qui vous intéresseraient à collectionner, à acheter une première œuvre d'art. C'est ça le sujet de notre rencontre ce soir. Donc, ça va nous permettre de vous situer. Puis, on vous invite aussi à utiliser le Q&A pour nous envoyer vos questions. Alors, on va s'efforcer d'y répondre. On débordera si vous êtes très enthousiaste aussi dans le temps. Tout le monde est prêt à faire ça. Et pour partager entre vous, vous utilisez toujours en bas de votre écran l'onglet « Chat ». Alors, merci à nos 3 invités, à nos 3 intervenants. Alors, Sylvie Lasterte, qui est conservatrice de l'art québécois et canadien contemporain au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Merci, Sylvie. Merci Alain Tremblay, collectionneur d'art contemporain, qui va se présenter un peu plus tard. Et merci à Manuel Mathieu, qui est artiste. Certains d'entre vous le connaissez parce qu'il nous voisine souvent au musée. C'est un ami du musée. Avant qu'il se présente, je veux le féliciter avec Sylvie, avec Alain, avec vous tous, parce qu'il a été reconnu, son travail a été reconnu et soutenu par la Fondation Sobi avec 24 autres artistes canadiens. Et parmi les 5 artistes québécois, il y a Manuel Mathieu, il y a Morija Kitengebenza qui travaille avec nous, qui est un collègue, qui est un ami, qui est un artiste représenté au musée. Caroline Monet qui sera avec nous aussi cet automne au musée. Adam Batata et Sabrina Raté. Donc, bravo à toi, Manuel. Bravo Merci. à vous tous. Puis bravo aux 20 autres artistes canadiens qui ont été reconnus par ce prix. Merci. Alors, tu peux te présenter, je te passe la parole. OK. Merci de m'avoir invité déjà.
je vais pas tourner autour du pot. Je vais expliquer d'emblée comment j'ai commencé à collectionner, à m'intéresser à l'art. Donc, j'avais à peu près 15 ans. J'ai rencontré mon mentor, Mario Benjamin, qui m'a guidé très jeune, qui m'a prêté des livres, des catalogues. Et il m'a conseillé fortement de voyager et d'aller dans les musées, d'aller voir des expositions à travers le monde. Ce que j'ai fait. Mais ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, je suis rentré à Montréal, je suis allé étudier à l'UQAM. Mhm. J'ai fait un bac là-bas. Je suis parti à Londres après pour faire ma maîtrise. Et là, maintenant, je suis à Montréal. Je viens de retourner d'une résidence en Allemagne et je suis très content d'être de retour à Montréal. Donc, j'ai commencé, on en parlait il y a quelques jours, je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé vraiment à collectionner, si je peux appeler ça collectionner. J'ai troqué des œuvres avec des artistes. Je ne me rappelle pas quand est-ce que ça a commencé, parce que ça fait quand même très longtemps que je fais ce que je fais, mais très longtemps. Ça fait plusieurs années que je fais ce que je fais et je ne me rappelle pas quand est-ce que ça a commencé. Mais, euh, mais, mais ouais, dès que j'ai eu une passion pour l'art, ça a toujours été, j'ai toujours eu envie d'être entouré d'art, entouré d'artistes, entouré de conversations autour de l'art aussi. C'était très important pour moi. Et de voir les œuvres. Moi, je voyage pour aller découvrir des artistes et des œuvres. Euh, donc, c'est ça. Donc, quand on m'a proposé de participer je suis toujours fasciné de savoir ce qui motive quelqu'un à s'intéresser à l'art ou à acheter de l'art, ou même, en fait, plus important, de s'entourer d'œuvres d'art, de savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui initie quelque chose comme ça. Euh, donc, pour moi, je suis curieux, au fait. J'ai plus de questions que je pense que vous pourriez avoir ce soir. Oui, je sais. Puis pour te connaître, je suis certaine que comme moi, tu souffres un peu de ne pas pouvoir avoir la conversation Oui, en oui, live. moi, je m'alimente beaucoup d'échanges comme ça. Et ouais, j'ai des questions pour vous, en fait. Ben écoute, je vais essayer de bien filtrer tout ce qui rentre puis de t'en adresser un maximum pour que tu comprennes bien à qui on s'adresse. Super. Peut-être Alain, te présenter un petit peu avant qu'on enchaîne avec les questions. Oui. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci aussi au musée d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité. Alors, c'est toujours un plaisir à chaque occasion de collaborer avec vous. Moi, mon aventure comme collectionneur a commencé il y a 25 ans. Donc, je vais célébrer officiellement mon quart de siècle en septembre cette année. Très jeune, par ailleurs, j'ai été initié aux cartes de hockey dans les années 60. Mon père nous achetait des cartes de hockey à mon frère jumeau et moi. Donc, on était d'emblée portés par l'idée de la collection. Par la suite, plus tard, j'ai commencé à acheter des voitures exotiques comme des Alfa Romeo. Alors, je m'endettais pour m'acheter des chars. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'ouvrir sur plus large que cet univers-là. Et là, je suis décidé de m'en aller vers les musées. Donc, j'ai commencé à voyager en 1989. Mon premier voyage, ça a été en France, et un peu en Espagne et en Suisse. Et j'en ai profité pour aller visiter les grandes institutions en France, les grands musées. Et là, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Et quand je suis revenu ici, j'étais habité par la présence de ce que j'avais vu. Ça m'a donné le goût aussi de découvrir les musées de Montréal. Je me souviens mon Dieu, en quelle année? En 1989 ou 90-91, j'avais amené des élèves du primaire voir l'exposition de Chagall. Alors, ça, pour moi aussi, ça avait été un déclic, ça avait été une expérience extraordinaire. Alors, tout ça a cheminé, mais avant que j'en arrive à acheter une œuvre, donc ça a pris quand même un certain temps, il y a eu un décalage. En 1996, je suis allé à Chicoutimi, mon coin, ma région, ma ville, et il y a une galerie qui s'appelle La Corniche. Donc, moi, j'aime bien, quand je vais à Chicoutimi, aller me promener sur la rue Racine, la rue principale, parce que c'est mon enfance, c'est mon adolescence, puis c'est ma région, puis je suis attaché, puis je l'aime. Alors, je me promenais sur la rue Racine, je suis arrivé devant la galerie La Corniche, et là, j'ai vu des œuvres, parce qu'à la galerie La Corniche, tout est ouvert, donc on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, j'ai vu des œuvres, c'était tous des paysages, des marchés de fleurs. Et évidemment que c'était fermé, c'était la nuit.
Mais quand je suis revenu chez moi, encore une fois, j'ai été habité par ce que j'avais vu. Et là, je me souviens, j'avais eu beaucoup de difficultés à m'endormir parce que j'avais ça qui me trottait dans la tête. Puis je m'étais dit, je vais me lever tôt, puis je vais aller m'acheter une œuvre. Là, pour moi, il s'était passé quelque chose de majeur. Alors, je suis allé effectivement tôt le matin. Quand je suis arrivé à l'ouverture de la galerie, tout était vendu. Alors, évidemment, j'étais déçu parce que je voulais avoir une œuvre de l'expo, mais en même temps, ce n'était que partie remise parce que ça a été vraiment le premier déclencheur qui m'a amené à passer à une autre étape. Alors, je suis allé un peu de temps après, quelques semaines après, je suis allé au casino avec mon frère et des amis à Charlevoix. Puis moi, je suis resté au casino une dizaine de minutes, je n'aimais pas l'atmosphère. Je suis traversé de l'autre côté au manoir Richelieu et à une galerie d'art commerciale. Et là, j'ai vu une œuvre d'André Vézina, donc encore bon, l'artiste qui m'avait marqué à Chicoutimi. Et là, ça a été mon premier achat, donc marché de fleurs. Moi, je suis arrivé dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'avais aucun paramètre. Il n'y a personne qui m'a aidé, qui m'a accompagné, mais je suis arrivé avec tout mon enthousiasme, ma spontanéité. Et lorsque j'ai acheté cette œuvre-là, j'étais tellement heureux, tellement content. C'était installé sur mes murs. Puis, ça m'a donné le goût d'en acheter une deuxième parce que je trouvais ça trippant. Je trouvais ça trippant de mettre dans mon lieu de vie des œuvres, même si ben, mes goûts ont changé avec le temps, les choses ont évolué. Mais cette première étape-là, pour moi, a été le début d'une grande passion. Donc, après avoir pataugé dans les galeries plus commerciales, j'en suis arrivé quand même assez rapidement en 2 mois à aller vers des galeries, je dirais, un petit peu plus sérieuses au niveau de l'art et surtout de l'art actuel. Et je suis passé en septembre de paysage floral, de marché de fleurs, en novembre avec un tableau de Marcel Ferron. Alors, ma passion qui a été tellement rapide et soudaine m'a amené de façon boulimique à aller un peu partout, puis aussi à rencontrer des bonnes personnes qui m'ont aidé, qui m'ont éclairé, parce que moi, je suis arrivé, puis j'avais tout à défricher, parce que je partais de très loin. De fil en aiguille aussi, j'ai rencontré des gens qui ont été influents, des gens comme Marc Séguin, Martin Bureau. Par Martin Bureau, un ami artiste qui est devenu ami, j'ai rencontré des gens comme Yannick Pouliot, des gens comme Patrick Bernatchez. Donc, ça m'a ouvert aussi un monde pas simplement extraordinaire au niveau de mon environnement immédiat dans ma maison, mais sur le plan humain. Parce que ça m'a permis aussi de construire des relations significatives, authentiques, fraternelles. Ça m'a permis aussi d'investir, entre guillemets, mon argent à travers des œuvres que je considère merveilleuses, qui me rendent heureux au quotidien, mais aussi, c'est comme pour moi un engagement social pour aider les autres, pour aider les artistes, parce qu'au Québec, on a des artistes absolument fabuleux, mais il n'y a pas suffisamment de gens qui achètent de l'art. Les gens ne connaissent pas le plaisir d'acheter de l'art et les gens ont peur parce que les gens, pour moi, c'est une question de préjugés. Et mon rôle maintenant, c'est de démystifier tout ça, puis d'aider les gens, de les accompagner, puis d'essayer de leur donner confiance. Donc, bref, je célèbre mon 25e anniversaire, mais c'est 25 années de bonheur absolu dans ma vie. Ça a changé ma vie, le fait de collectionner l'art. Merci, merci Alain. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je suis sûre que ça va générer vraiment énormément de questions. Donc, je n'hésite pas pour nous faire part de questions. Je le répète en bas dans le Q&A. Vous pouvez nous adresser tout ça. Donc, Sylvie, peut-être pour le bien commun de tous les participants qui sont avec nous, présente-toi, s'il te plaît. Alors, Sylvie Lacerte, conservatrice de l'art québécois et canadien contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal depuis juillet dernier. Donc, pour moi, c'est un grand bonheur de pouvoir travailler au musée. J'avais participé il y a quelques années à l'exposition La balade pour la paix dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal avec une exposition de sculptures et de photos. Donc, j'étais co-commissaire avec Nathalie Bondil et Diane Charbonneau, Diane pour la photo. Et la première œuvre que j'ai achetée, ça fait très longtemps, je n'ose pas dire l'année, là, parce que vous allez deviner mon âge. Mais enfin, c'était une de mes anciennes collègues, consoeurs plutôt, au cégep de Saint-Laurent où j'ai étudié, j'ai fait mon DEC en art plastique. Donc, je me préparais à devenir une artiste. Elle a eu une exposition et
il y avait des pastels et des dessins d'elle. Elle s'appelle toujours, j'imagine, Rachel Boucher. Elle faisait un travail formidable. Donc, j'ai acheté cette œuvre-là. J'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était pas cher, mais c'était beaucoup d'argent pour moi à l'époque parce que j'étais pas riche. Et puis, et j'ai toujours cette œuvre-là. Elle est dans ma chambre en ce moment, encore. Et je ne m'en lasse jamais. Et puis, je continue tout le temps à trouver des choses nouvelles dans cette œuvre-là. C'est vraiment incroyable après toutes ces années. Donc, c'est ça. Je n'ai pas une grande collection comme Alain, mais c'est sûr que ça m'est arrivé de pouvoir, d'avoir l'occasion d'acheter des œuvres et aussi de faire du troc avec des amis à moi qui sont artistes. Un texte sur eux contre une œuvre ou des choses comme ça. Ou bien des cadres que j'avais en trop grande quantité contre une œuvre. Enfin, il y a toutes sortes de manières de collectionner, mais j'ai aussi acheté certaines œuvres. Mais maintenant, je ne peux plus faire ça puisque je suis conservatrice de l'art contemporain au Musée des Beaux-Arts et je serais en conflit d'intérêts si j'achetais des œuvres d'artistes québécois et canadiens. Alors, j'ai stoppé la collection et puis je collectionne maintenant pour le musée. Donc, Mais tu es entouré d'œuvres oui, oui. Mais dans pour ton moi, travail. c'est un pur bonheur de vivre et chez moi et dans mon lieu de travail parmi des œuvres d'art. C'est un pur bonheur. Mais peut-être avant de continuer avec les questions, bon, on a une centaine de participants qui ont répondu à notre question sondage, qui était quelles sont les raisons qui vous motiveraient pour commencer votre propre collection d'œuvres d'art? Alors, la plateforme ne nous permettait pas, Manuel, d'avoir des réponses développées, mais on en avait proposé quelques-unes. Donc, juste pour votre intérêt à vous personnel, peut-être pour nous alimenter. Donc, 68% ont répondu parce que j'aime avoir des œuvres chez moi ou dans mon environnement. 44% ont répondu parce que j'aime l'esthétique des œuvres. Là, il y en a qui ont dû répondre à plusieurs réponses parce que... non, OK, je vais y aller différemment parce que je vois que sinon, les pourcentages, là, on explose. Donc, 61 personnes ont dit parce que j'aime avoir des œuvres chez moi ou dans mon environnement. 40 personnes parce que j'aime l'esthétique des œuvres. 49 parce que certaines œuvres ont une valeur émotionnelle, humaine et sociale. 45 pour encourager les artistes. Donc, Alain, tu l'as mentionné. 20 personnes parce que c'est un investissement. Donc, il y a aussi des gens qui font ça pour investir. Et un petit 4 parce que ça peut représenter un avantage fiscal. Mais il y a quand même, on voit qu'il y a quand même des fois un intérêt qui est lié à l'investissement, mais majoritairement, ce qui ressort, c'est vraiment l'émotion puis le bonheur que ça procure. Vous tous, vous êtes collectionneurs, puis peut-être ça me fait enchaîner avec, il y a des questions qui rentrent, puis Guillaume Girard nous dit, vous avez tous une œuvre derrière vous, donc pourriez-vous en parler? Donc, moi, je vais faire juste un petit coucou à mon ami Frédéric Ouellette, donc qui est un artiste québécois, un jeune artiste dans la jeune quarantaine et qui fait aussi des décors de scènes de théâtre. Donc, c'est un artisan et un artiste peintre, un sculpteur. Peut-être, Alain, vas-y, tu as deux belles œuvres derrière toi. Moi, j'ai une sculpture ici, je vais vous le montrer, de Yannick Pouliot, la dernière. Ah oui. Donc, ici, j'ai une photo de Patrick Bernatchez. Par la suite, à ma gauche, j'ai une sculpture de Louis Fortier. Et j'ai un tableau de Marc Séguin, donc la série avec les cendres humaines, une cathédrale. Donc, c'est un petit échantillon de ta très grande collection. Oui, ben, j'ai plus de 70 artistes dans ma collection. Wow, bravo. Manuel? La petite histoire, c'est que j'ai acheté cette œuvre d'un ami avec qui je suis allé à l'université. C'est Gabriel Moret. Et il avait une année en plus que moi à l'UQAM. J'ai toujours adoré son travail. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve dans la position est-ce que je peux l'acheter. Donc, j'ai décidé de me l'offrir. Donc, c'est comme ça que j'ai cette œuvre en arrière de moi en ce moment.
Mais Et Sylvie? allez regarder le travail de Gabriel. C'est incroyable. Si vous pouvez. Donc, Gabriel Moret. Morest, ouais. Sylvie, toi, qu'est-ce qu'il y a derrière toi dans ton bureau? Qu'on ne voit pas très, très bien. C'est une œuvre de Ginette Chevary, qui est une artiste de Montréal, mais j'ai acheté l'œuvre à la galerie Art Sutton parce que j'habite souvent à Sutton. Et donc, elle avait une exposition où il y avait plusieurs petits tableaux comme celui-ci et qui étaient présentés dans une grande, grande, grande série. Donc, moi, j'ai choisi un des tableaux dans la série et toutes des œuvres abstraites. Donc, je n'ai pas pu résister. Et puis, ça me faisait plaisir d'encourager la galerie ici à Sutton et puis cet artiste de Montréal. Donc, j'ai ça, mais j'ai d'autres œuvres dans mon bureau qu'on ne voit pas, là, mais une œuvre de Vera Frankel, qui est une artiste de Toronto, et j'ai une œuvre de mon frère aussi, Paul Lacerte, qui a été artiste pendant plusieurs années et qui a défroqué, comme on dit. Bon, Elle donc dit c'est quoi, une passion. défroquer? Ben, il a arrêté, il a jamais Ah, arrêté, en fait, parce qu'il y a toujours un atelier. Mais ok. c'était une vie un peu difficile, donc il s'est dirigé vers autre chose. J'ai une question, Alain, très précise sur ben, ton introduction. Puis, je pense que Manuel et Sylvie aussi, mais Manuel, tu m'en as parlé cette semaine. De quel préjugé parlait-il dans son introduction? Je suis curieux. D'Alexandre Forêt. Donc, tu sais, quand on dit les gens ont des préjugés ou ont des craintes, ont des complexes quand vient le moment de s'intéresser à l'art. Peux-tu élaborer un peu? Ben, la peur. Il y a une peur qui est souvent liée à l'ignorance, parce que les préjugés sont alimentés par l'ignorance. Donc, il y a beaucoup de stéréotypes qui entourent, exemple, l'art actuel, l'art contemporain, à savoir que c'est accessible seulement à une certaine partie de la population ou à une certaine forme d'élite. Moi, j'ai été professeur au primaire et au secondaire pendant toute ma vie. Donc, j'ai eu un salaire de prof. Tout ça pour dire que pour moi, bon, c'en est un préjugé, ça, le fait que ça soit réservé à l'élite. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur. Dans les galeries, on est toujours bien accueillis. Dans les centres d'artistes, c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est un milieu très humain. Et c'est un milieu aussi où on prend le temps d'éduquer les gens. Ce n'est pas seulement une question de vendre, hein. Alors ça, pour moi, il y a tout un aspect éducatif parce que dans ma façon de collectionner, je monte aussi avec le temps, j'ai monté des expositions dans des musées régionaux pour diffuser, pour faire connaître. Et pour moi, l'aspect éducatif est très, très, très important. Donc, éduquer les gens. Et au Québec, et beaucoup chez les francophones, peut-être pas chez les anglophones parce que la tradition est différente, mais les préjugés sont plus lourds chez les francophones à l'égard de l'art actuel, de l'art contemporain et de la collection. Les gens ont peut-être davantage peur parce qu'on n'a pas été initié à ça, on n'a pas baigné dans cette culture-là. Alors, ça nous est étranger, puis il y a comme des barrières, des murs psychologiques que les gens mettent et au lieu d'aller de l'avant, puis y aller simplement, d'y aller avec l'esprit ouvert, avec le corps ouvert, juste avoir du fun. Hein? Pour moi, je résume ça, là, avoir du plaisir. Tu as abordé le fait que tu avais un salaire de prof, donc tu as un métier qui est connu, qui est commun, qui est courant dans la population. Est-ce que tu penses qu'un des préjugés, c'est aussi que collectionner, c'est trop dispendieux ou c'est pas abordable pour les gens? Effectivement, ça fait partie des préjugés. Donc, c'est sûr que la collection que j'ai établie, que j'ai construite il y a une vingtaine d'années, 25 ans, si j'avais à racheter aujourd'hui, je ne serais pas capable de racheter, exemple, des œuvres de Marc Séguin que j'ai achetées il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, je n'aurais pas l'argent pour les acheter, en tout cas la masse de tableaux que j'ai achetés. Même chose pour d'autres œuvres d'artistes dans ma collection. Mais au départ, moi, comment dire, j'ai aimé tellement ça, l'esprit d'acheter de l'art, puis de mettre ça dans ma maison, puis d'avoir du plaisir au quotidien à jouir de cette présence, parce que ça reste une présence. Ça va bien au-delà des laminés qu'on vend chez Ikea. Il y a quelqu'un qui l'a pensé, qui l'a réfléchi, qui l'a exécuté, qui en témoigne, puis tu t'appropries ce que la personne a fait. Alors, pour moi, ça fait du sens. Ouais.
Mon Dieu. Manuel, veux-tu embarquer? Parce que toi aussi, Ouais, ben tu l'as soulevé. pour continuer ce que Alain disait, c'est les œuvres, j'en ai parlé à Sylvie d'ailleurs aussi, parce on travaille ensemble, c'est des résidus de pensée et de réflexion. Donc, c'est une accumulation de gestes, d'idées qui s'arrêtent dans le temps et qui ont une présence à travers l'œuvre. Euh, pour revenir à la question que tu t'as posée, c'était les préjugés. Euh, mon expérience, c'est que les gens qui commencent à s'intéresser à l'art, c'est qu'ils ont euh, ils ont tendance à avoir peur de se tromper, déjà. Ils ont peur de mettre de l'avant leur opinion et de faire confiance, au fait. Exactement ça. C'est de faire confiance à leur sensibilité. De décider de choisir que ça, c'est une œuvre que j'aime, c'est pour ça que je l'aime, et je veux avoir cette œuvre autour de moi. Ben ça a l'air simple et anodin, mais c'est pas aussi simple que ça, hein. Et c'est même pas une question d'argent, dans le sens que ce soit une œuvre à 500 $ ou une œuvre à 50 000, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette confiance pour dire que je l'aime assez pour l'acheter, cette œuvre-là, sans avoir à réfléchir par rapport au prix. Et c'est là que ce que Alain disait est intéressant, c'est que parfois la galerie ou le centre d'artistes peut servir d'introducteur ou bien d'initiateur, peut présenter l'œuvre, peut donner des éléments pour mieux comprendre le travail de l'artiste. Et je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est d'être curieux, c'est de rester curieux et de poser des questions parce qu'il y a des réponses. Donc, plus on est curieux, plus on va se rapprocher de l'œuvre et cette curiosité peut même vous rapprocher de l'artiste, en fait. Puis est-ce qu'on peut vraiment se tromper? Est-ce qu'on peut se tromper quand on aime une ouais, justement, il n'y a pas de baromètre, au fait. Il y a pas de... En fait, personne n'a la réponse. Personne ne peut venir et dire ça, et c'est là le côté élitiste, c'est de décider ça, c'est une bonne œuvre, ça, c'est pas une bonne œuvre. Je veux dire, il y a des points de comparaison peut-être scientifiques, si on veut, c'est que cette œuvre a une meilleure composition, mais de point de vue émotionnel, il n'y a pas d'erreur à faire. Et donc, s'il y a beaucoup plus de personnes qui se font confiance à ce niveau-là, qui font confiance à leur sensibilité, les gens ils vont plus naturellement se rentrer en conversation avec une œuvre ou avec un artiste et fouiller. Et ça, c'est comme ça que, selon moi, une collection peut commencer, ou un intérêt dans l'art, ou un intérêt dans n'importe quel sujet, au fait. Ça peut être, je ne sais pas moi, la poésie, on commence à lire un poème, on achète un livre, on achète un deuxième livre, un troisième livre, on s'intéresse à un artiste ou à un chanteur, on achète un album, 2 albums, 3 albums. Donc, pour moi, faut se faire confiance. Il faut faire confiance à notre sensibilité. Et en tant qu'artiste, moi, je suis dans la position où je ne dis pas que je dois le faire, mais c'est un outil de travail. Ma sensibilité est mon outil de travail parce que je dois constamment prendre des décisions qui vont me pousser à soit arrêter une œuvre, par exemple, ou la continuer, ou ajouter des choses, ou retirer des choses, ou combiner des choses. Donc, je dois faire confiance à mon instinct. Et ça, c'est très, très important, je pense. Pour réaliser quoi que ce soit, au fait. Dans la vie, je pense que si on a tendance à se faire confiance, mais on va au bout des choses. On va au bout des choses. Et ça, je pense que c'est ça qui définit les gens dans le temps. C'est le fait d'aller au fond des choses. Sylvie, peut-être d'un point de vue, tu sais, toi comme conservatrice, c'est sûr, les gens peuvent peut-être être davantage intimidés, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que tu connais ça, tu as un grand bagage académique, tu baignes là-dedans tout le temps. Est-ce que tu le sens, cette limite-là ou cette peur-là des gens? Ben oui, en fait, moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la médiation de l'art contemporain parce que j'avais observé qu'il y avait un problème, justement, d'accessibilité au sens, à la signifiance de l'art contemporain et que souvent, dans les galeries d'art ou dans les musées, ça fait longtemps parce que je suis plus vieille que tout le monde ici, là. Ça paraît pas, hein? L'accès aux œuvres était pas si facile que ça.
Et j'ai travaillé aussi dans une galerie d'art il y a un très bon moment et je voyais que quand les gens entraient dans la galerie, ils se sentaient intimidés et incompétents. Donc, toute l'importance d'accueillir les gens et de leur parler des œuvres et de les faire se sentir confortables, c'est vraiment, vraiment très, très important. Et puis, la fréquentation de l'art, si ça commence dès l'enfance, c'est vraiment formidable. Au musée, par exemple, il y a des ateliers, il y a toutes sortes de choses pour les enfants, pour les groupes scolaires, mais pour les adultes aussi, s'ils n'ont pas eu la chance de faire ça plus jeunes. Je pense que la clé dans tout ça, c'est la fréquentation des œuvres, c'est d'en voir le plus possible et on finit par se faire une idée. On peut comparer aussi les œuvres et puis on peut déceler, comment dire, les œuvres qui sont moins intéressantes par rapport à d'autres et plus sérieuses, comme tu disais, Alain, au début, par rapport au jardin de fleurs que tu as acheté comme première œuvre, par rapport à une œuvre de Patrick Bernacchi, ben, il y a un univers qui sépare ces deux œuvres-là, c'est sûr et certain. Donc, toi, comment dire, tu t'es intéressé à approfondir tes connaissances là-dessus. Tu as parlé aussi avec les artistes. Et ça, c'est vraiment un processus d'apprentissage qui est très, très, très important quand on veut créer une collection. Et alors, pour un musée, c'est la même chose parce qu'on ne peut pas dans un musée prendre n'importe quoi non plus. Quand on acquiert des œuvres, c'est toujours par rapport à la collection qu'on a déjà. Qu'est-ce qu'on veut y ajouter? Parce que dans une collection, le propre d'une collection, c'est de n'être jamais complète. Il manque tout le temps quelque chose dans une collection, que ce soit des cartes de hockey ou que ce soit des œuvres d'art. Une collection ne sera jamais, jamais complète. Et donc, qu'est-ce qui manque dans la collection et qu'est-ce qui pourrait être cohérent avec ce qu'il y a déjà dans la collection et qui pourrait compléter ce qu'on n'a pas. Donc, il y a des critères quand même qu'il faut observer justement pour combler les lacunes ou les béances dans une collection. Et c'est la même chose pour une collection personnelle aussi, quoique dans un musée, il y a des critères qui sont plus stricts. Mais tout ça, c'est vraiment la fréquentation des œuvres. Et moi, je prône la fréquentation des œuvres d'art dès le berceau, que ce soit la musique, les arts visuels, le théâtre aussi. Hein. Beaucoup d'enfants vont au théâtre quand ils sont jeunes. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre du théâtre. C'est quand mon école m'a emmené voir du théâtre au théâtre qui s'appelle maintenant Denise Pelletier. Plus on en voit, plus on peut apprécier. Plus on en veut. Et plus on peut, comment dire, comme disait Bourdieu, distinguer aussi. Oui, raffiner notre connaissance aussi. C'est ça, le bon du moins bon, disons, le meilleur du moins bon. Donc, c'est la fréquentation des œuvres qui est absolument fondamentale. Et quand on vit aussi dans une résidence, dans une maison où il y a des œuvres, c'est sûr que ça va nous inspirer d'en voir encore plus. Comme disait Alain, moi aussi, j'ai commencé à voyager quand j'étais assez jeune et puis quand je suis allée en Europe la première fois, les premières choses que j'ai faites, ça a été d'aller visiter des musées, des galeries d'art et tout. Et puis après ça, ça m'a incité à aller dans les musées ici à Montréal et ailleurs au Québec. Donc, des fois, il faut partir pour mieux revenir et pour mieux apprécier ce qu'on a ici. Donc, c'est ça, c'est de savoir apprécier aussi la sensibilité des artistes, quelle que soit la période aussi qui nous intéresse. Moi, je m'intéresse à l'art contemporain, mais j'aime aussi l'art de toutes les périodes de l'histoire. Et puis, de plus en plus, on voit des œuvres qui viennent de partout à travers la planète qui
répondent pas nécessairement au canon de l'art occidental et qui nous montrent des nouvelles choses. Et puis, c'est vraiment formidable. Parce qu'en fait, on apprend toujours. Hein? On n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est ça qui est... Il y a une question très précise de Laila Bradley, qui est une membre de nos jeunes philanthropes et qui est membre aussi du comité exécutif, qui dit pour les trois, une question, plus on annonçait qu'on discuterait du marché de l'art. Puis elle vous demande à tous les trois, ça serait quoi une bonne question ou des bonnes questions à poser à des galeristes quand on arrive, on veut juste découvrir, justement, on veut apprendre. C'est quoi les bonnes questions à poser? Aïe, aïe, aïe. OK. Bon, il faudrait qu'il y ait un galeriste sur le panel parce que c'est une question de... Puis Alain, tu me corriges si je me trompe. C'est une question de valeur et l'ADN de ta galerie. Et dépendamment de quelle galerie, de la galerie où tu vas, ta galerie a un ADN. Tu as des valeurs, tu as une manière de parler du travail des artistes, tu as une manière de traiter les artistes, tu as une manière de présenter les œuvres, ça peut être à travers des textes ou des collaborations. Donc, il y a une manière de présenter, parce que je pense qu'une galerie, c'est une vision. OK? C'est une vision et de mettre des artistes ensemble sous une bannière, si on veut, c'est de penser que cet artiste est capable d'alimenter cette vision-là. Du moins, alimenter, c'est un gros mot, mais de participer. De participer ou de contribuer, ou bien peut-être que l'ADN de la galerie, c'est de faciliter la vision des artistes aussi. Ça va dans toutes les directions. Donc, je ne sais pas si... Moi, j'aimerais pas... Je vais parler pour moi, OK? J'aimerais pas que ma galerie commence à parler avec un collectionneur du marché. Tu vois? Mais ça, c'est mon point de vue. Idéalement, je ne suis pas en train de collaborer avec une galerie pour que lui, son premier contact avec un collectionneur, c'est de lui dire, écoute, ce gars-là, cet artiste-là, il boom. Si tu t'achètes, tu peux revendre dans 5 ans, nanana. Mais il y a de tout, hein. Il y a de tout dans le milieu. Donc, je ne peux pas... Moi, ce que je peux te conseiller, c'est quand tu t'approches d'une galerie, déjà, c'est parce que tu as un artiste qui t'intéresse qui est dans la galerie. Okay? Parce que la galerie ne va pas te faire un cours 101 du marché de l'art parce que déjà, ce n'est pas sa job. Mais si tu as un artiste qui t'intéresse dans la galerie, déjà, si tu t'intéresses à l'artiste, déjà, tu risques d'avoir une meilleure réception de la galerie. Parce que lui, il veut mettre de l'avant le travail de l'artiste, théoriquement. C'est ça sa job. Donc, je ne sais pas si je commencerai direct avec le marché parce que c'est mon point de vue d'artiste, au fait. Parce que un collectionneur peut avoir, lui, il peut être comme... moi, je vais être sûr que cet artiste, il va comme être économiquement relevant dans 20 ans, tu comprends? Tu vois, comme Sylvie approche une galerie, par exemple, ça ne va pas être écoute, est-ce que lui, ses prix vont doubler genre dans 20 ans, tu comprends? C'est pas le même... Je dirais que ça revient à la question de départ. C'est quoi la motivation de l'acheteur aussi? La motivation de l'acheteur, c'est d'investir ou c'est de se faire plaisir puis de vivre une émotion au quotidien. On est complètement dans une discussion complètement différente. Mais peut-être si je transformais un peu la question, parce qu'il y a un autre membre qui pose une question à Alain plus spécifiquement, qui dit, Alain, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu avais appris à connaître les bonnes personnes pour alimenter tes collections. Donc, tu sais, c'est pas exactement ce dont on vient de parler, mais je trouve que c'est quand même connexe. Ça veut dire quoi, rencontrer les bonnes personnes? C'est qui les bonnes personnes pour aider à monter une collection, à part les artistes? En tant que Saguenay, je suis tombé dans une bonne talle de bleu. Hein? Je suis arrivé dans un environnement où tout était là pour moi. Tout s'est présenté. Quand je me suis intégré dans le milieu des arts visuels, du milieu des arts actuels, des jeunes artistes, comme la génération qui précède celle de Manuel, des gens que j'ai connus qui étaient à la fin de la vingtaine ou à la mi-vingtaine, qui sont maintenant rendus aujourd'hui à 45 ans, 50 ans. Alors,
lorsque j'ai connu ces gens-là, pour moi, ça a été comme une locomotive parce que j'ai développé des relations privilégiées avec la plupart des artistes. Parce que j'étais là au bon moment, au bon endroit, parce que les gens ont senti mon authenticité. Mon grand respect aussi pour les artistes, pour le milieu des arts, pour les galeries, pour les centres d'artistes. Tantôt, je vous disais, il y a un aspect social pour moi qui est fondamental à travers mon approche. Je considère que, considérant l'immense qualité qu'on a au Québec, hélas, les artistes vivent très pauvrement, voire modestement. Si c'était des joueurs de hockey, ils seraient tous millionnaires. Donc, c'est sûr que ceci dit, on n'est pas dans les mêmes paramètres, le sport et les arts. Mais pour moi, ça reste avant tout un investissement extraordinaire sur le plan du plaisir au quotidien de vivre entouré d'art. Si, d'autre part, on veut avoir une relation ou avoir certaines certitudes plus rigoureuses au niveau du marché de l'art, bien, il faut poser la question aux galeries, donc l'artiste, son parcours, ses expositions, des collections dans lesquelles quelle collection il faut aussi sur Google en faisant une recherche. Alors, comme toi, Manuel, évidemment que le fait d'exposer au Musée des Beaux-Arts de Montréal, ça va avoir un impact sur le développement de ta carrière. Donc, il y a des étapes dans la vie, il y a des stades. Puis quand on suit les artistes, moi, je les suis parce que je les aime, mais quand on les suit, on voit ce qui se passe. Moi, je suis au courant de tout ce qui se passe dans les 70 artistes que j'ai dans ma collection. Parce que c'est des gens que je suis au quotidien, d'une manière ou d'une autre. Alors, soit par des rencontres ensemble ou que ce soit des mots, des téléphones, des invitations d'exposition, parce que c'est quand même un petit monde, le monde du milieu des arts au Québec. Puis moi, j'achète principalement de l'art québécois pour soutenir nos artistes qui en ont bien besoin. Puis, considérant l'immense qualité qu'on a ici, on est très, très, très privilégiés. Alors, le fait d'aller dans les bonnes galeries, il y a de très, très, très bonnes galeries à Montréal. Donc, quand on va dans les bonnes galeries, inévitablement, il y a de bons artistes. C'est comme quand on va dans les bons restaurants, il y a un bon chef. Alors, tout ça, c'est lié. En même temps, il y a des artistes extraordinaires qui ne sont pas représentés à la galerie pour différentes raisons. Alors, ça aussi, on peut faire des petites démarches pour savoir, exemple, si on est intéressé au travail de Yannick Pouliot, de Patrick Bernatchez, qui ne sont pas en galerie, bien, il y a moyen d'entrer en contact avec ces gens-là parce que, comme le milieu est petit, c'est un milieu qui est aussi accessible. C'est un milieu qui est très, très, très humain. Alors, ne pas se gêner pour entrer directement en contact avec les artistes qui nous font vibrer. Qui nous les artistes sont juste heureux de ça quand on peut les aider aussi, évidemment. Mais pour moi, quand j'achète de l'art, c'est toujours un honneur pour moi. Puis c'est aussi des gens que je considère extrêmement intelligents. Donc, c'est des gens que j'aime par leur intelligence, leur raffinement, leur générosité, parce qu'ils sont très bons, très généreux. Il y a je pense que tu mets le doigt sur quelque chose, Alain, c'est-à-dire que tout le monde qui aime l'art, on a tous ce point-là en commun, c'est parce qu'on aime les artistes aussi, on aime discuter de leurs inspirations, de leur sensibilité, comment ils transforment ça en tableau, en sculpture, qu'on peut, dans le fond, c'est comme prendre un petit bout de sensibilité de quelqu'un qu'on aime chez soi, donc c'est assez fabuleux. J'ai beaucoup de questions, puis je sais, on en a discuté cette semaine tous ensemble. Je sais que c'est pas facile de répondre, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse. On est dans une situation très particulière en ce moment, pas juste chez nous, mondialement, on est tous confinés. Moi, j'arrête pas de répéter à l'équipe, à mes collègues, à des amis, à des proches que dans le fond, ce confinement-là fait la démonstration, hors de tout doute, de nous, ce qu'on prône tout le temps, tous, à l'effet que c'est pas un nice to have, la culture. Hein? On s'en rend compte, là, c'est ça qui alimente notre quotidien de confiné obligé. Mais est-ce que ce qu'on vit là va changer le futur du marché de l'art? Est-ce qu'il y a des implications? Est-ce que quand il y aura une reprise, ça se remet en place comme avant? Est-ce que vous avez, vous, une vision de comment évolue le marché puis comment vous le voyez dans les prochaines années ou les prochaines semaines même? Quel marché? Le marché de l'art en général. Tu sais, là, on fait ce webinaire-là de façon virtuelle. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de discussions, d'achat, de pré-achat. Tu disais, Manuel, en début d'entretien, que tu voyages, toi, pour voir des œuvres d'art. Donc, moi, je sais qu'au musée,
on partage des œuvres d'art de par le monde. C'est une pratique courante pour monter des grandes expositions. Donc, il y a déjà beaucoup de ce travail-là qui se faisait de façon digitale. Est-ce que ce qu'on vit va changer la façon dont on acquiert des œuvres? Est-ce que le fait qu'on soit dans une période historique qui nous démontre à quel point l'art est important pour avoir un impact sur le marché? Ou qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'en vient, en fait? Mais moi, ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que je suis extrêmement heureux de vivre le confinement entouré d'œuvres d'art. Parce que pour moi, ça rend le quotidien plus agréable. Je prends beaucoup de temps pour regarder mes tableaux. Puis je me dis, mon Dieu, je suis chanceux d'être entouré ainsi parce que ça a un impact sur ma santé psychologique. Parce que c'est comme un remède pour moi, l'art. C'est comme la musique classique. Je suis un grand mélomane. J'écoute beaucoup de musique classique. J'aime beaucoup aller à des concerts. Donc, ces deux esthétiques-là, l'art visuel, la musique classique, me nourrissent au quotidien. Puis ça m'aide énormément à être heureux au quotidien malgré ce qu'on vit. Alors, pour ce qui est du marché de façon plus spécifique, c'est embêtant de présumer quoi que ce soit. Mais moi, je pense que l'art étant quelque chose d'hypersensible, étant une parole aussi, les artistes nous parlent à travers leur création, c'est une réflexion, comme le disait tantôt Manuel, mais ça génère une création, donc c'est une parole, c'est un discours, c'est un langage. Et le langage va continuer après. Alors, pour moi, je dirais que ça va être d'autant plus intéressant de pouvoir continuer ou de commencer une collection à travers les grands événements, les grands bouleversements qu'on vit actuellement. Alors, c'est sûr que dans les pratiques, j'achète moi beaucoup d'art engagé socialement, j'ai de l'art minimal, mais l'art engagé, pour moi, c'est quelque chose qui me parle d'une façon particulière. Alors, c'est sûr que ce qu'on vit actuellement, c'est historique, mais ça va avoir une portée à tous les niveaux. Mais j'espère d'une façon toute spéciale au niveau de l'art et des gens qui vont s'intéresser à l'art, qui vont acheter de l'art, qui vont meubler leur maison avec des œuvres d'art. Le marché de l'art, c'est un secteur économique, si on regarde de façon planétaire, très, très, très important parce qu'évidemment, il y a des artistes internationaux qui ont une cote très, très élevée dans le marché. C'est sûr que ça va ralentir le marché comme ça va ralentir tous les autres secteurs économiques. Parce que l'art, c'est aussi une valeur symbolique. Ça donne du statut aussi à certains collectionneurs pour des œuvres qui coûtent très, très cher, évidemment. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un certain ralentissement comme dans tous les autres secteurs économiques. Et pour nos galeristes ici au Québec, ça va peut-être malheureusement être une période un petit peu difficile parce que beaucoup de gens auront perdu leur emploi pendant cette crise du coronavirus et auront moins d'argent, évidemment, pour acheter des œuvres. Et d'autre part, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent à la bourse aussi. Alors, il va y avoir un ralentissement, ça c'est sûr et certain. Mais d'autre part, cet été, on va vivre un été pour la première fois depuis très, très, très longtemps où il n'y aura pas d'événements culturels nulle part au Québec et on va vivre sans art. Alors, je mets n'importe qui au défi de me dire que c'est plus facile et c'est plus le fun de vivre sans art que de vivre avec. Donc, ça je pense que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de gens, à l'effet duquel, et peut-être même au gouvernement, parce que quand on entend les conférences de presse du premier ministre à tous les jours, depuis qu'il a commencé, jamais a-t-il parlé de la culture, du monde culturel, du milieu culturel. Je comprends qu'il y a des urgences sanitaires et autres, et économiques surtout, mais les artistes vont être dans cette réalité économique très, très difficile aussi après cette crise du coronavirus et pendant, et ça va durer longtemps de toute façon. Donc, moi, je pense que il faut vraiment reconnaître que l'art et la culture sont des services essentiels, au même titre que l'éducation des enfants dans les écoles.
que la santé, etc. Parce que, comme tu disais, Alain, de vivre avec des œuvres, c'est bon pour notre santé mentale. Donc, je ne veux pas instrumentaliser l'art non plus, là, mais c'est sûr que Non. quand on... Au-delà de l'instrumentaliser, Sylvie, c'est un bon point, puis je dirais qu'il est directement lié aussi avec le positionnement du musée en ce sens-là aussi. Oui, notre mandat premier, c'est d'enrichir le patrimoine collectif, de préserver une collection extraordinaire, de présenter des artistes, d'encourager la présentation d'œuvres d'art au plus vaste public possible, mais il y a aussi tout ce côté-là qui est mis de l'avant au musée là, dans multiples activités, l'art fait du bien, le mieux-être, l'art-thérapie, l'éducation. Pendant la période de confinement, on a vu exploser les clics, les abonnements sur la plateforme Éducart, qui est une plateforme qui ne sert pas à enseigner l'histoire de l'art, qui sert à enseigner toutes les matières à travers l'art. Donc, ça, c'est pas instrumentaliser l'art, mais c'est lui rendre justice, c'est-à-dire que c'est puissant et c'est essentiel et c'est toujours dans un équilibre précaire. Donc, peut-être j'en profite pour faire un petit placement pour remercier encore une fois tout le monde qui est avec nous. Tu sais, je vois le temps filer, puis je pense qu'on est tous prêts à déborder, on l'a dit au début, donc on va continuer à répondre à quelques questions. Je pense qu'on pourra aller jusqu'à 15h30. J'ai énormément de questions pour vous, mais merci à vous tous, les membres, les membres du Cercle des jeunes, les donateurs. On a plusieurs collègues aussi qui sont présents avec nous. Puis, on est tous aussi passionnés pour rendre ça accessible. Puis, comme on le disait, c'est pas un nice to have. C'est vraiment essentiel. Puis, c'est ça qui nous permet de mieux vivre ces jours-ci. J'ai plein de questions. Il y a beaucoup de questions sur l'art en ligne, les achats en ligne. J'en ai une devant moi d'Alexandra qui dit « Avez-vous déjà acheté en ligne? Si oui, comment vous connectez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas un danger à acheter une œuvre qu'on n'a pas vue physiquement? Puis est-ce qu'il y a des ça serait quoi vos recommandations si les gens étaient tentés de faire ça actuellement? Parce que ça pourrait être une bonne façon d'encourager la scène artistique en ce moment. » Mais encore une fois, il s'agit d'aller dans les bonnes... Excusez-moi 2 minutes. C'est ça qui est important. Si on veut magasiner en ligne, moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais acheté en ligne parce que lorsque j'achète une œuvre, je trouve qu'en soi, c'est une expérience, c'est un coup de cœur, c'est une révélation. Donc, il y a un aspect charnel aussi pour moi à travers cette expérience. En ligne, je ne l'ai jamais fait, mais je ne me souviens pas, parce que là, ça m'échappe, mais il y a des jeunes avec Sarah Tremblay qui sont partis les encans virtuels. C'est très intéressant, c'est des petites œuvres intéressantes, pertinentes, à prix très raisonnable. Puis ça permet aussi à de jeunes artistes de pouvoir continuer, de pouvoir acheter du matériel, donc de pouvoir continuer à vivre. Alors, c'est une initiative qui est intéressante. Ceci dit, lorsque les choses vont revenir davantage à la normale, il n'y a rien de plus fantastique que d'aller dans une galerie ou d'aller dans un encan, d'aller dans un centre d'artistes pour voir les œuvres en chair et en os. Oui. Pour être capable de regarder l'œuvre de différentes manières aussi. Alors, le virtuel, ce qu'on vit actuellement, c'est extraordinaire, mais si on était tous ensemble, il y aurait quelque chose de plus qui nous unit, qui nous réunit. Alors, pour moi, c'est la même chose à travers le rapport avec l'achat d'une œuvre d'art. Le virtuel a ses limites. Au musée, évidemment, les membres de nos comités d'acquisition, c'est sûr qu'ils veulent voir les œuvres en vrai. C'est vraiment très, très important. Et puis, les conservateurs, on peut faire des recherches sur Internet ou dans des livres, mais on veut nous aussi voir les œuvres en vrai pour avoir une meilleure idée, un meilleur jugement de la qualité de l'œuvre, de son état de conservation. Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en compte. Et pour un musée, en tout cas, c'est essentiel de pouvoir voir les œuvres en vrai. En vrai, aussi constater leur état. C'est ça. J'ai une question pour Manuel, puis on pourra commenter, mais c'est quoi la différence pour un artiste, pour toi en l'occurrence, qu'une œuvre de ta propre création soit acquise, par exemple, par moi ou par un musée, par le Musée des Beaux-Arts ou par un particulier? Ouais. Bon.
Question piège. Un Non, piège. mais moi, je vais essayer de... OK. Au lieu d'essayer de répondre entre... OK. Au lieu d'essayer de répondre entre un collectionneur et une institution, je vais Oui. essayer de ratisser large, OK? De dire que il y a différents types de collectionneurs, il y a différents types d'institutions, OK? Et selon moi, ce qui fait la différence entre quel que soit le collectionneur ou l'institution, c'est le niveau d'engagement, OK? Et cet engagement-là peut influencer qu'une galerie ou qu'un artiste veuille être dans une collection au lieu qu'une autre. OK? Et c'est certain que ça, c'est à toutes les échelles, ce qui veut dire que ça peut être dans le cas de seulement des collectionneurs ou seulement des institutions. Il y a peut-être des galeristes, des artistes qui préféraient être dans certaines institutions que d'autres, et la même chose pour certains collectionneurs privés que d'autres. Maintenant, la différence entre les deux, pour moi, c'est la conservation. OK? Ce qui veut dire que quand c'est une institution, généralement, l'institution a l'air assez solide, généralement, pour conserver l'œuvre. Ce qui veut dire que l'œuvre sera protégée et éventuellement va perdurer dans le temps. Ça, c'est intéressant. Et des fois, l'institution n'a pas les moyens d'avoir un espace, mais a une grande collection qui, éventuellement, qu'elle fait circuler. Et ça peut être le cas, par exemple, d'un collectionneur. Comme par exemple pour l'exposition qu'on est en train de faire ensemble, on fait appel à des collectionneurs. Est-ce qu'il y a aussi la notion, au-delà de la pérennité dans une institution, il y a aussi l'accessibilité à plusieurs personnes aussi? Oui, il y a l'accessibilité, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que parfois, il y a des collectionneurs qui exposent leur collection dans des institutions. Comme c'est le cas présentement au voilà. musée. Donc, à ce moment-là, il y a l'aspect de visibilité aussi, mais les œuvres ne sont pas des œuvres de l'institution, mais ce sont des œuvres par des collectionneurs. Donc, c'est très complexe. C'est sûr qu'il y a une grande différence entre être dans une collection privée. Ça dépend de quelle collection privée aussi, que d'être dans une institution. Parce que là, il y a la renommée aussi. Pour moi, c'est une question d'engagement. Quel est l'engagement de la personne, de l'institution dans la communauté ou dans le monde? Ça peut être dans le monde aussi. Donc ça, c'est... Par exemple, un père artiste que tu admires beaucoup qui t'achèterait un tableau, il y a aussi une signification là-dedans. Donc, oui, c'est une autre valeur. Mais là, un père, on ferait un échange. J'ai cette question-là pour Emmanuel. Ça se passe comment du troc entre les artistes? Mais même pour les trois, parce qu'Alain, peut-être que tu fais du troc aussi avec des œuvres de ta collection. Déjà. Comment ça se passe, là, troquer des œuvres? Ouais, Sylvie, vas-y ou Alain. Les amis artistes, parce que lorsque les amis artistes ont besoin, qui n'ont pas d'argent, donc je peux troquer, exemple, un ordinateur Apple contre un tableau. Ou billet d'avion pour un tableau, ou payer un chalet, une réservation, une location pour 2 semaines pour un tableau. Alors ça, j'ai fait ça quelques fois, du troc. Ça m'arrangeait, puis ça arrangeait aussi les artistes. Parce que moi, j'y trouvais mon compte, puis les artistes aussi, puis souvent, les artistes sont très, très, très généreux envers moi, puis vous pouvez me dire, Alain, je vais te faire 2 pouces de plus, puis pour le même prix. D'ailleurs, on avait une conversation avec une artiste cet après-midi qui disait qu'il y a plusieurs façons de soutenir les artistes. Ce n'est pas nécessairement juste en faisant des dons ou en achetant des tableaux, mais c'est aussi toutes sortes d'engagements. C'est-à-dire, là, elle nous racontait que des donateurs l'avaient accompagnée dans un projet d'acceptation dans une grande université, dans un voyage, payer du transport. Donc, effectivement, il y a toutes sortes de façons d'encourager les artistes. Emmanuel, c'est toi qui l'as abordé. Tu as dit que tu faisais du troc. Donc, comment ça se passe? Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent. Hein. Parce que l'art, en tant qu'artiste, on crée de la valeur. OK? Et de la valeur, ça peut être de la valeur émotionnelle, ça peut être de la valeur monétaire, ça peut être de la valeur spirituelle. Donc, on peut faire un échange sur cette base-là avec un autre artiste. Et à ce moment-là, c'est en dehors des normes
monétaire ou économique. Oui. Et comme par exemple, j'ai un ami en design qui fait des trucs extrêmement pointus en design d'habits. Et je peux lui donner un dessin pour je sais pas moi, un complet ou whatever. Et c'est dur de trouver la valeur économique. Il n'y a pas de valeur économique. Parce que si je lui dis, écoute, le dessin vaut 3 fois le prix de ton truc ou que son truc vaut 3 fois le prix de mon dessin, on n'est pas en train de discuter par rapport à la valeur monétaire. C'est un échange spirituel et c'est un honneur, au fait, comme Alain disait, de pouvoir posséder que spirituellement, ce qu'on a mis de l'avant, dans le fond, ou bien ce qu'on a créé. Donc, ça peut se faire à ce niveau-là. Mais je ne paierai pas, moi, pour le travail d'un artiste que j'aime. Surtout si on aime notre travail mutuellement. Je dis, écoute, comme Alain disait, des fois, j'ai besoin d'écrire un texte sur mon travail et ça se fait comme ça. Je dis, je te donne une œuvre ou un dessin ou un petit tableau ou un grand tableau, dépendamment de la personne. Et tu me dépannes pour ce texte ou tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est comme Alain disait, ça dépend de l'artiste. Un artiste, lui, va peut-être triper sur, je sais pas moi, un voyage. Il veut partir 2 semaines à Venise. Il dit, bon, écoute, je veux partir, je te donne ça, puis tu me payes ça. Donc, ça prend plusieurs formes, en fait. Mm-hmm. Il y a beaucoup de questions de nos intervenants, de nos participants sur des conseils à donner avant une première acquisition. Donc, on vient peut-être à un format un peu plus carré, là, auquel on n'a pas vraiment répondu. On a plus parlé de se faire confiance, de cerner peut-être c'est quoi nos motivations, parce que déjà ça nous dirige dans un sens ou dans un autre. Mais est-ce que vous auriez, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer pour une première fois, ce serait quoi votre conseil? Bien, ça serait de prendre conseil auprès de gens qui s'y connaissent un petit peu plus. Ça serait de fréquenter les lieux de l'art, des musées ou des galeries d'art ou de lire des livres sur l'art, de s'informer. C'est vraiment très, très important parce que ça va nous permettre d'avoir un œil plus aiguisé. Et de parler aussi avec des artistes, si c'est possible, d'en rencontrer. Mais c'est sûr que si on n'a rien de tout ça, ça peut être un peu difficile, quoi. Mais c'est de s'informer, quoi. Donc déjà d'être avec nous ce soir ou de vous visiter, de surveiller l'exposition de Manuel, de venir à sa rencontre au musée, c'est déjà des bonnes façons d'équilibrer notre... Oui, bien, quand l'exposition va ouvrir, n'est-ce pas, Manuel? Il y aura des activités où on va accueillir les gens et puis on pourra échanger live. On va faire le tour de l'expo avec Exactement. vous et puis, parler du travail et tout ça. C'est comme ça que ça commence. Oui, parce que là, on va déployer beaucoup d'efforts pour rester en contact avec vous tous là, qui êtes avec nous ce soir, mais on a hâte de pouvoir annoncer. Là, Sylvie, tu disais tantôt, cet été, c'est un des premiers étés, c'est le premier été, le seul où on vivra sans art. On espère qu'on pourra annoncer plus tôt que plus tard le retour du musée dans sa vie. Peut-être pas tout à fait comme avant, mais tranquillement. Il y a des choses qui sont prêtes. La prochaine exposition, grande exposition sur le post-impressionnisme est presque prête. Donc, on attend de pouvoir se déconfiner pour tranquillement faire revivre le musée. En attendant, on tient tout le monde bien engagé de cette façon-là, mais Manuel va être à l'affiche cet automne. Donc, on pourra te voir en vrai, Manuel, au musée. Alors, j'espère. Et vous pouvez me poser des questions. Hein. Je suis très accessible. Oui. Puis si vous me posez des questions, attendez-vous à ce que je vous pose des questions aussi. C'est ça. Ça, c'est le deal. Là. On fait un dialogue. Ouais. On est tous des gens très, 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 très émotifs, très sensibles. Je ne vous ai pas demandé à vous-même là, de répondre à la question initiale du sondage, mais on comprend que
que par les réponses que vous avez données, vous vivez beaucoup de bonheur à travers les œuvres que vous côtoyez, que vous créez, etc. Dans cette relation-là, est-ce qu'il nous arrive de vendre des œuvres de notre collection? Alain, je reviens. Là, j'ai Christiane qui nous pose la question spécifique. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de revendre une œuvre parce qu'elle ne te plaisait plus ou est-ce que l'évolution de ta relation avec tes œuvres change? Ça m'est arrivé quelques fois. Donc, la première œuvre, Le Marché de fleurs, je l'ai revendue quelques années après à une amie de Chicoutimi. Alors, mon amie Claire, qui est toujours tellement, tellement heureuse de son tableau, qui me dit à chaque fois qu'on se parle et qu'elle aime encore le tableau. Puis moi, il n'y a pas question que je le vende. C'est ce qu'elle me dit. Alors, moi, ma manie, c'est de m'endetter. Donc, souvent, de dépasser mes limites. Alors, parfois, il faut que je fasse un peu de ménage, entre guillemets, parce que financièrement, ça ne va plus. Alors, dans ce temps-là, je vends des tableaux, mais c'est très, très rare que ça arrive. Puis quand ça arrive, ben, je regrette de l'avoir vendu. Mais en même temps, moi, je suis financièrement... c'est comme si j'avais une collection de riches, mais je suis un pauvre, entre guillemets. Alors, je suis coincé d'un côté ou de l'autre. Alors, il faut que je fasse avec. Alors, c'est beau d'acheter, mais en même temps, il faut payer. Alors, comme parfois, comme souvent, je dépasse mes limites, c'est comme une maladie aussi. Je m'étais dit il y a quelques années, là, je mets un whop à ça, j'arrête ça, mais quand je vais dans des galeries ou quand je vais voir des expos, mais là, j'y vais moins parce que je me mets moins en tentation. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'anime au superlatif. Est-ce que c'est important de rencontrer les artistes qu'on achète? Est-ce que ça l'est pour vous? Sylvie, toi, on t'a parlé beaucoup il y a un processus dans les musées quand on acquiert des œuvres, puis on pourrait ajouter même quand on nous donne des œuvres. C'est un processus plus strict que dans une collection personnelle, mais est-ce que dans les comités d'acquisition, par exemple, les gens qui y siègent sont aussi curieux de rencontrer les artistes? Puis pour toi, comme conservatrice, est-ce que c'est important de les rencontrer, de connaître leur vision, etc.? Ah ben oui, absolument. Ça fait partie, c'est une partie intrinsèque du travail que de rencontrer les artistes. C'est vraiment très, très important. Surtout si on acquiert de leurs œuvres et des fois même, on peut nous-mêmes approcher des artistes pour des acquisitions au musée si ce n'est pas eux qui nous approchent. Et puis, donc, c'est très important de connaître les artistes, de connaître leur travail, d'avoir un rapport humain avec eux. Et puis, bon, c'est sûr qu'on représente une institution, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est inaccessible. Donc, oui, il faut être... on n'est pas dans une tour d'ivoire où on ne voit pas personne. On n'est pas, normalement, on n'est pas en confinement. Et donc, on peut voir les artistes, on peut parler avec eux. C'est une partie essentielle de notre travail parce qu'on monte aussi des expositions avec ces artistes-là. Enfin, moi, parce que je m'occupe d'art contemporain. Donc, moi, de travailler avec les artistes, c'est une partie essentielle de mon travail. Alain, tu allais répondre quelque chose? Ben, pour moi, c'est sûr que ça reste fondamental parce que le fait de découvrir la personne qui crée, qui conçoit, donc d'être en relation, d'être en contact à travers, exemple, un vernissage, tu rencontres un artiste, tu entends jaser avec, ça ajoute une dimension particulière au travail. Et comme ce sont des gens qui sont très, très, très accessibles, ce sont aussi des gens, pour la plupart, qui sont de très bons communicateurs, de très bonnes communicatrices qui savent parler de leur travail avec simplicité, mais avec pertinence. Alors, pour moi, c'est sûr que ça ajoute une couche de profondeur. Outre le fait qu'on vive avec une œuvre au quotidien, c'est ce qui parle le plus, c'est de l'art visuel. Il faut que ce soit plus... il faut que c'est ça qui prenne davantage de place. Hein? C'est les yeux qui sont appréhendés. Mais il y a aussi l'intelligence, les émotions, évidemment, le côté un petit peu plus intellectuel. Puis, comme ce sont des gens sensibles et intelligents et pertinents, ben pour moi, ça ajoute, c'est un ensemble d'éléments qui fait que c'est un univers qui est trippant pour moi. Manuel, toi, quand les gens veulent venir à ta rencontre, tu disais tantôt, toi aussi, c'est un plus. Oui, mais il y a des moments pour ça. Hein. Je veux dire, dans la galerie, je suis pendant le vernissage, oui. Mais ce n'est pas tout le temps que j'ouvre les portes de mon atelier parce que c'est pas un jardin, quoi.
C'est un lieu de travail. Donc, imaginez si quelqu'un frappait à votre porte de bureau régulièrement juste pour voir ce que vous êtes en train d'écrire. Non, mais comme tu dis, dans les bons moments, par exemple, quand Oui, dans les bons moments. Dans l'expo, par exemple. Je pense qu'il faut être généreux avec Moi, personnellement, je pense qu'il faut être... Ça m'aide beaucoup à être généreux par rapport à mon travail, d'en parler, de confronter aussi les gens ou me confronter aussi à la réalité au regard du spectateur ou de collaborateur. Pour moi, c'est très important. Mais il y a des moments pour ça parce que c'est comme si on faisait de la cuisine. Hein. On ne veut pas être dérangé au milieu d'un truc où est-ce qu'il faut mettre le feu est allumé, il y a des trucs qui se passent. Donc, ce n'est pas le moment de faire ça. Mais quand la bouffe est prête, vous pouvez venir. Ouais. Ouais. Peut-être en terminant, il y a quelques personnes qui, là, je reçois des trucs d'un peu partout, des textos, le Q&A. L'Encan de la quarantaine, initiative d'ici, en avez-vous entendu parler? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est un bon médium, par exemple, pendant la quarantaine pour s'intéresser à des artistes, à des œuvres? C'est le nom qui m'échappait tantôt. Okay. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est excellent. Donc oui, ou le foire papier qui sera présenté de façon virtuelle. Donc c'est bien, c'est des bonnes plateformes pour s'intéresser. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que la qualité est présente. Bon, c'est bien. On va surveiller ça. Nous, à chaque année, normalement, grâce à des donateurs privés qui jumellent des dons aux dons des jeunes philanthropes, on fait des acquisitions à la foire papier. Donc j'imagine que dans la formule qu'ils nous présenteront, il y aura des belles choses à voir et des artistes à découvrir. Oui, sûrement. Puis en plus, c'est une façon pour la foire papier ou d'autres organismes ou institutions comme le Musée fait de rester vivant pendant cette période de confinement et puis de dire à tout le monde, on est là, on continue, on pense à vous et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment super important de garder le lien. Bien sûr, bien sûr. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bravé l'audace de notre crainte des problèmes techniques. Il y a encore beaucoup de questions, mais en même temps, je vois que le temps file. Donc, on va multiplier les occasions de vous reparler, je l'espère, en attendant de pouvoir tous vous voir en vrai au musée. À tous ceux qui sont avec nous, à tous nos membres, des jeunes philanthropes, nos artistes, nos collègues, nos donateurs. Donc, merci d'avoir répondu à l'appel. Surveillez tout ce qui s'en vient. On va continuer de rester bien présent. Puis, dès qu'on aura des nouvelles sur la suite au musée, on en fera part avec tambours et trompettes. Puis, peut-être, pour terminer sur une bonne note et sur une note de rencontres futures, je voudrais dire qu'Alain nous disait en début, juste avant l'ouverture de ce webinaire, qu'il se fait un grand plaisir d'aider les gens qui souhaitent démarrer des collections. Donc, à travers la Fondation, on pourra facilement vous mettre en lien avec Alain. Il ferait partie des bonnes personnes, je pense, dont il parlait d'entrée de jeu. Donc, Manuel Mathieu, merci beaucoup. Merci. On surveille ton exposition. Nous, on a très hâte. Tu le sais. Donc, on invite tout le monde là, à rester bien à l'affût puis à venir visiter ça cet automne. Ça va être formidable. Merci Sylvie Lacerte, conservatrice de l'art québécois et canadien au Musée des Beaux-Arts. C'est très précieux ce que tu as fait. Merci d'avoir partagé ton expertise. Puis Alain, ben merci. Tu le sais, tu fais partie de nos amis, de nos chouchous. Donc, merci d'avoir accepté. On va multiplier les occasions de se voir puis de te réinviter. Merci à tout le monde. Merci à Hatch. Encore une fois, c'est tellement précieux. Vous l'avez entendu dans plusieurs réponses. Tout ça est essentiel, mais bien précaire. Donc, merci. C'est grâce à des partenaires comme ça qu'on peut réaliser tout ce qu'on fait au musée. Merci à chaque donateur, à chaque membre. Vous faites partie aussi de nos revenus cruciaux parce que le musée, ce n'est pas un musée d'État. Alors, c'est comme ça qu'on se finance. On doit s'autofinancer. Donc, merci. Merci beaucoup. Puis merci pour votre passion, votre cœur. C'est ça qui nous importe le plus. Donc, merci à toi. Merci à toi. Hein, Joanne? Ben, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. On répétera ça, franchement,
Je vous aime très fort, donc à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.